Perdón porque he tenido algunos incidentes con el coche y acabo de llegar ahora mismo. La verdad es que el tráfico está malísimo y lloviendo. Bueno, yo estoy aquí para presentar un poco a Jia Peng, periodista, en lo que se refiere a una parte de las ponencias referidas a China. Nuestra empresa, Feliz Solís Avantis, lleva desde el año 98 presente en el mercado chino. Es una empresa pionera junto con otras empresas españolas y de otras partes del mundo. Y, aunque fue en su momento una apuesta bastante arriesgada y de la que no sacamos partido en los primeros años, actualmente, sobre todo en los últimos 5 o 7 años, parece que China está subiendo de manera exponencial el consumo del vino y la importación del vino, ¿no? Podemos decir que las importaciones de vino desde el año 2000 en China han subido, se han multiplicado prácticamente por 7, ¿no? O sea, por 70 prácticamente. Y España ha jugado un papel muy importante siempre en los puestos de cabeza dentro de esas importaciones a China, ¿no? España, durante los primeros años y ahora sigue exportando mucho grano a China, pero son buenas noticias que, sobre todo en los últimos 5 años, se están incrementando en porcentaje las exportaciones de embotellado, lo que supone un paso adelante en el valor de las exportaciones de España y lo que tenemos que hacer para el futuro, es decir, seguir potenciando las exportaciones de envasado, que están aumentando en mucha más proporción que las exportaciones de granel, ¿no? Hoy me gustaría presentar a Jia Peng, que como periodista y crítica de vino en China nos puede hablar mucho sobre lo que es el mercado interno en China, los hábitos de los consumidores en China y un poco cómo podemos adaptar nuestra oferta a un mercado que obviamente es una apuesta de futuro para los próximos, yo ya lo diría para los próximos 10 años, no, para siempre, ¿no? A partir de ahora. Yo creo que China es un mercado en el que tenemos que apostar y para eso está ella, para que nos hable de las motivaciones de los consumidores y cómo tenemos que adaptar nuestros productos al mercado chino. Muchas gracias. So, buenos días and muchas gracias. So, en fait, je sais parler que 2 mots en Espagne. Là, ce matin, ma conférence va se faire en français. Donc, si vous avez des besoins pour avoir une machine pour traduire mon discours, donc voilà, je vais bientôt commencer mon petit speech sur le marché du vin en Chine. Voilà, c'était très intéressant. J'étais là juste à côté pour voir mon confrère allemand parler du marché des vins espagnols en Allemagne. Pourquoi? Parce que j'ai vu que dans son présentation, il a beaucoup de chiffres. Alors, c'est très intéressant parce qu'en Chine, les Chinois, bien sûr, ce sont des très bons commerçants, mais ils parlent très peu des chiffres et ils sont très peu dans le concret. Si vous avez déjà travaillé avec des commerçants chinois, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais dire. En fait, le marché chinois et les hommes d'affaires chinois ont une manière de faire très différente avec les Européens. Par exemple, vous voyagez en Chine, vous avez vu un bon. Alors, en Europe, un bon, c'est comment? C'est 2 points, qu'il y ait 2 points, donc c'est un bon. Par contre, en Chine, un bon, c'est comment? Un bon, c'est jamais la ligne le plus court entre 2 points. Un bon en Chine, c'est toujours tortu. C'est toujours tortu. Donc, un Chinois qui discute les affaires avec vous, il ne va jamais dire tout de suite il veut ou il ne veut pas votre produit. Donc, sois patient avec le marché chinois quand vous avez discuté avec un importateur chinois. Je suis très excitée de pouvoir parler du marché du vin en Chine. Pourquoi? Je suis très excitée aussi d'être invitée par la région Castilla-La Mancha parce que j'ai déjà travaillé pour la région depuis 2008 sur le marché chinois. Ça veut dire que j'ai formé des importateurs
et des journalistes spécialisés du vin pour Castilla-La Mancha. Donc, on a organisé beaucoup de dégustations, surtout sur le cépage Tempranillo. Et je peux vous dire que c'est un cépage qui est beaucoup apprécié par les importateurs chinois, également les consommateurs. Alors, je vais vous parler plus précisément après. Pourquoi? Alors, normalement, donc, je parle avec un peu de chiffres aussi, mais aujourd'hui, vu qu'on n'a que 30 minutes et on a beaucoup de choses à parler, donc du coup, je vais aller directement sur l'essentiel de notre sujet. Donc, c'est qu'est-ce que c'est un marché chinois, hein? Comment vous pouvez vendre vos vins en Chine? Comment vous pouvez trouver un bon importateur? Alors, on peut voir tout d'abord sur le plan de la Chine. Vous avez vu, il y a 3 villes, les plus importantes villes consommatrices du vin en Chine. Dans le nord, c'est Pékin, qui est la capitale de la Chine. Au milieu de la Chine, c'est Shanghai, qui est le bord d'importation du vin le plus important de la Chine. Dans le sud, c'est Guangzhou. Attention, c'est Guangzhou. Et donc, peut-être, vous allez me dire, est-ce que j'amène mon vin en Chine? Donc, est-ce que je vais tout de suite vendre mes vins à Pékin, Shanghai et Guangzhou? Je vais vous dire que le marché chinois, même c'est assez récent, c'est déjà assez inondé par les vins du monde entier. Si vous voulez aller en Chine vendre vos vins, je vous conseille d'aller bien sûr voir Pékin, Shanghai et Guangdong. Mais par contre, il faut voir que l'économie du vin n'est pas uniquement concentrée sur que 3 villes. Vous avez Pékin et l'alentour de Pékin, donc surtout, par exemple, le côtier. Donc vous avez la ville de Qingdao, la ville de Danian, la ville de Yantai, qui sont 3 villes côtières dans le nord de Chine qui souffrent beaucoup au vin. Aujourd'hui, en Chine, on consomme principalement du vin rouge, mais dans le nord, donc dans ces 3 villes, on a aussi beaucoup de vin blanc, essentiellement parce que les gens dans le nord et dans les villes côtières, ils consomment beaucoup de fruits de mer. Alors après, on parle de Shanghai. Shanghai, la consommation du vin Shanghai, principalement, est faite par des diasporas qui viennent de l'Espagne, qui viennent de France, qui viennent du monde entier. Mais aussi par des jeunes Chinois qui sont très cultivés et par contre, qui n'ont pas forcément une fidélisation du marque. Ça veut dire qu'il peut consommer de votre vin aujourd'hui et il peut changer du jour au lendemain. Donc, ils ne sont pas très fidèles au vin, ils sont pas très fidèles aux marques. Voilà. Là, par contre, je parle du sud de la Chine, donc Guangzhou. Alors, Guangzhou, c'est une ville très intéressante. Il y a beaucoup de jeunes Chinois qui ne sont pas comme les Shanghaïens, qui n'ont pas de préjugés sur le vin. Ils veulent découvrir beaucoup de vins différents. Donc, si vous avez un vin qui est un petit peu méconnu, un cépage qu'on ne connaît pas forcément en Chine, à Guangzhou, les gens vous ouvrent le bras ouvert. Les gens sont prêts à accepter vos vins, sont prêts à déguster. Le problème de Guangzhou, c'est qu'il est très proche de Hong Kong. Il est très proche de Hong Kong. Le problème, c'est qu'en Chine, c'est un pays assez bizarre. C'est un pays, on dit, un pays de systèmes. De systèmes avec qui? Avec Hong Kong et avec Macao. Avec Hong Kong et Macao. Donc, du coup, l'importation du vin à Hong Kong, donc la taxe d'importation à Hong Kong, c'est 0%. 0%. Donc, du coup, il y a beaucoup de vins qui viennent arriver à Hong Kong, qui sont distribués en Chine continentale. Je dirais même 80% de vins qui sont redistribués sur la Chine continentale. Voilà. Donc, du coup, le Guangzhou, aujourd'hui, ils sont inondés du vin. Donc, si vous voulez vraiment faire des promotions de vos vins, ces 3 villes sont incontournables, bien sûr, mais allez-y voir un petit peu les villes, quand je vous ai dit, dans le nord, des villes côtières, également des villes nouvelles, villes nouvelles, telles que Chengdu, Chongqing, plutôt dans le sud et au centre de la Chine. Ce sont des villes depuis 1 an ou 2 ans qui sont très forts, qui ont un très fort potentiel de consommation du vin.
Alors, vous avez sur cette PowerPoint, donc, faut savoir que la Chine, il y a 2 ans, était 8e pays producteur du vin. Ah, ça va vous poser certainement un petit souci. Peut-être vous savez que la Chine est un grand pays de consommatrice du vin, et vous ne savez pas que la Chine aujourd'hui est devenue un très grand pays de producteurs du vin. Oui, la production du vin en Chine existe depuis très longtemps, depuis même 2000 ans. Mais par contre, la vraie façon de faire le vin, un vin qui ressemble à un vin européen, c'est que depuis une vingtaine d'années. Là, aujourd'hui, Chine est devenue le 5e pays consommatrice du vin et la Chine a écarté United Kingdom, donc l'Angleterre. Donc l'Angleterre, aujourd'hui, est devenue le 6e pays consommatrice du vin. Alors, rien qu'avec... Je vous donne un tout petit chiffre pour que vous puissiez comprendre, en fait, le niveau d'augmentation de consommation du vin en Chine. 2010 comparé avec 2009, la consommation totale du vin, donc je parle de sparkling wine, still wines, donc total ensemble, a augmenté 33,4%. À 33,4%. C'est assez conséquent. C'est pour cette raison qu'on pourrait qualifier la Chine, c'est aujourd'hui le marché du vin le plus dynamique en le monde. Ça, il n'y a aucun souci. Alors, pourquoi la Chine est le marché du vin le plus dynamique? Je vous donne quelques points et après on va parler principalement comment vous pouvez vendre les vins en Chine. Voilà, parce que premièrement, parce qu'au niveau de politique, elle est très favorable auprès de producteurs du vin, également de consommateurs du vin. Par exemple, traditionnellement en Chine, on boit de la bière, comme vous, hein, et également on boit de l'alcool fort traditionnel chinoise qui s'appelle baijiu, qui n'a rien à voir avec l'alcool fort japonais. Hein. C'est un baijiu qui a le degré alcoolique pratiquement plus de 40 degrés, 50 degrés. Hein. Donc c'est vraiment le degré d'alcoolique est vraiment très important. C'est pour cette raison aussi, il y a certaines personnes qui disent que les Chinois aiment le vin avec des degrés d'alcoolique assez élevés. Pourquoi? Parce que les Chinois, surtout les hommes avec un certain âge, je ne vais pas dire que des vieux, mais de certain âge, par exemple, plus de 50 ans, etc., ils sont habitués de boire des vins, de l'alcool fort chinois. Donc du coup, quand ils boivent du vin rouge ou du vin blanc, bien sûr, de 11-12 degrés, ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de goût. Hein. Du coup, sur certaines populations, ils préfèrent avoir des vins de 15-16 degrés. Voilà, le niveau alcool plus conséquent. Alors, politiquement, pourquoi on encourage la Chine, les consommateurs, de consommer plutôt vin comparé avec de l'alcool? Aussi parce que l'alcool chinois distillé à partir du riz. À savoir qu'en Chine, on a eu plusieurs famines avant. Hein, donc, du coup, le gouvernement préfère stocker le riz pour la consommation quotidienne au lieu de laisser les gens distiller et obtenir un alcool fort. Bien sûr, c'est pour le sujet de santé également. Alors, après, économique, condition est assez favorable en Chine. Là, je ne vais pas trop vous expliquer. Bien sûr, on sait aujourd'hui la Chine est deuxième puissance du monde avec normalement un 10% d'augmentation chaque année. Donc la Chine aujourd'hui, au niveau de l'économie, est très importante. Dès que je pense, je vais vous parler un petit point spécifique sur le marché chinois. C'est qu'aujourd'hui, la Chine est toujours un pays, un État communiste. Hein. Même, moi je vis en France depuis 10 ans. Personnellement, je considère que la Chine est beaucoup plus
américaine ou comment je dirais-je, que beaucoup de pays européens. La Chine est vraiment très, très ouverte au niveau d'économie, même très sauvage au niveau de compétition. Et donc, par contre, la politique a un poids très important dans l'influence de consommation du vin. Je peux vous citer un exemple. Par exemple, en 1996, c'est notre premier ministre, Li Peng, qui a dit qu'on va remplacer le vin rouge, on va remplacer des alcools forts par les vins rouges pour le buffet officiel du gouvernement. Vous savez, ça représente beaucoup d'argent. Alors, donc, du coup, à partir de 1996, il y a une pic de consommation du vin en Chine. Par contre, aujourd'hui, en 2013, nous avons un nouveau président qui a décidé de faire le ménage, qui a dit que stop. Aujourd'hui, je ne vous permets plus de consommer quand vous le voulez avec l'argent du contribuable, avec l'argent du peuple. Du coup, on a entendu beaucoup parler qu'en 2013, le marché du vin en Chine se stagne. Surtout pourquoi? Pour lequel type de vin? Pour Lafite, Mouton Rothschild, Romanée Conti, parce que le président chinois aujourd'hui ne permet plus les grands chefs de l'État de consommer du bon vin ou de vin de luxe avec l'argent du contribuable. Donc en 2013, même après, je pense que la consommation du grand cru classé de Bordeaux, également des grands vins dans le monde entier, va continuer à stagner ou même chuter. Alors, on va parler rapidement qui sont les major players, qui sont des entreprises importantes en Chine. Alors, on parle d'importation en Chine qui augmente d'année en année, mais à savoir qu'en fait, les Chinois consomment principalement les vins chinois. Donc, ça veut dire que 90% de vins consommés en Chine, ce sont des vins chinois. Et il reste que 10%, ce sont des vins qui viennent de pays étrangers. Alors, le marché, donc 90% du marché ont été partagés principalement par 3 grandes entreprises. C'est Changyu, probablement peut-être vous avez tous entendu parler, c'est une très grande entreprise. Changyu, Great Wall et Dynasty. Ces 3 entreprises-là représentent à eux déjà 50 à 60% du marché total. Donc c'est vraiment énorme. Alors ces trois maisons, donc ces 3 wineries, ces 3 domaines viticoles, ont un lien très très lié, très impact avec le gouvernement chinois. Par exemple, Great Wall détient 100% par COFCO. COFCO, c'est l'entreprise d'importation et d'exportation le plus important de la Chine. Alors, je ne sais pas parmi vous s'il y a quelqu'un qui a déjà vendu son vin à travers de COFCO ou pas. Vous avez déjà vendu des vins à travers COFCO? Non? Vous voulez bien faire ça? Ah, vous voulez bien, ok. Bon, tout le monde veut travailler avec COFCO, c'est le plus grand. Mais après, COFCO, c'est le plus grand, c'est vrai. Et en plus, ils ont acheté des vignobles un petit peu dans le monde entier. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler qu'il va acheter des vignobles dans la Mancha. C'est bien dommage, parce que si COFCO achète un vignoble ici, vous allez faire parler de vous en Chine tout entière. C'est dommage. Bon, il faut attirer COFCO d'ici, voilà. Alors, COFCO, c'est très bien, mais il faut faire attention aux pièges à certaines entreprises, des importateurs chinoises. Est-ce que le plus grand importateur égale le plus qualifié? Est-ce que le meilleur, le plus grand, vous correspond le mieux? Il faut vraiment réfléchir sur tous les aspects. Ce n'est pas parce que c'est COFCO, vous pouvez travailler très bien avec eux. Je vous donne un exemple. En Champagne, le deuxième groupe, Champagne, Bommery Vranken, ils ont travaillé avec COFCO. Ils ont travaillé 3 ans, 4 ans, et ils se sont retirés.
hein, parce que COFCO est très bien pour la renommée de votre vin. Vous pouvez vous vanter comme quoi je vends mes vins avec COFCO, mais après, sur la vente, COFCO n'est pas super fort. Donc votre vin, peut-être dans le futur, va devenir vin de vitrine. Donc ça veut dire qu'on montre, mais il y a personne qui consomme. Voilà, pour l'instant, sinon ce qu'on connaît, c'est le cas. Après, je vais vous parler donc très brièvement. Donc aujourd'hui, on dit qu'en Chine, on n'a pas des très grands vins, Changyu, Dynasty et tout ça ne sont pas très bons. Alors, je vais vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, le domaine viticole en Chine a rentré dans la deuxième étape. Donc on a des domaines viticoles de très grande qualité. Alors si vous voyagez en Chine ou si vous avez des occasions, vous pouvez déguster par exemple des organic wines, Bolongbao. Bolongbao, c'est le vin officiel de l'ambassade de Chine en France. Hein, c'est très connu. Après, vous avez carriage wines. Carriage wines, avec Emagao. Emagao a obtenu beaucoup de high score beaucoup de good. So I confuse with English, French, Chinese. Donc, si vous avez l'occasion de déguster leur vin, c'est très bon. Alors, vous avez aussi Gris Vineyards. Gris Vineyards, aujourd'hui, c'est un des domaines viticoles les plus connus, les plus célèbres de la Chine. Et en plus, il distribue en exclusivité par un importateur qui vous est très familier, donc c'est Torres. Alors, donc, je vous parle de ça tout simplement. Parmi vous, je pense que peut-être vous avez des gens qui vendent des vins organic wines. Vous avez des vinificateurs ou des domaines qui vendent de vins bio. Ici, je suppose. Alors, c'est juste pour vous dire que le vin bio aura son marché en Chine. Pourquoi? Parce que les Chinois n'ont aucune confiance en leur propre gouvernement ni aux produits agroalimentaires en Chine, à cause du scandale du lait, du scandale de agroalimentaire. Donc, pour les Chinois, aujourd'hui, bien sûr, le vin, à proprement dit, c'est déjà un produit très sain. Par contre, je suis sûre, et il y a beaucoup de spécialistes du marché, on dit qu'ici, 50-10 ans, le marché du vin en Chine va beaucoup s'ouvrir auprès des vins bio. Hein. J'espère que vous auriez l'occasion de travailler sur ce point-là. Là, après, je vais vous parler. Alors, le marché chinois paraît énorme. 1,3 milliard d'habitants. Même il y a beaucoup de producteurs qui disent que si un Chinois qui consomme une bouteille de mon vin par jour, ça va devenir énorme. Alors, je vais vous dire que non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quand, mais au moins aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, les Chinois aujourd'hui, vous avez vu, au départ, on était tout au haut de pyramide, 5e importateur du vin. Dans le monde, c'est pas mal. Et maintenant, la Chine est au fond. Pourquoi? Parce que la Chine, aujourd'hui, depuis 2012, on a dépassé tout simplement 1 litre par personne, par an. C'est vraiment rien du tout. Hein, vraiment rien du tout. Comparé avec la France, qui est à 56 litres par personne par an. Donc, c'est un bon chiffre ou un mauvais chiffre. Moi, je pense que c'est plutôt un bon chiffre pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'espace à travailler, il y a beaucoup de vin à vendre pour les Chinois. Après, là, c'est juste un petit plan, vous pouvez voir un petit peu, que je trouve assez dommage. Ça, c'est un plan qui est assez, en fait, je dirais assez ancien, c'est de 2012, mais le marché chinois bouge beaucoup. Depuis 2012, ça a déjà changé, parce que déjà le vin chilien était passé la France. Donc, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que le spam, donc le vin qui vient d'Espagne,
est aujourd'hui un petit peu pas dans le classement. Donc, or que vous avez tous les atouts pour réussir. Tous les atouts pour réussir. Pourquoi? Parce que les Chinois ressemblent beaucoup aux Espagnols. On aime bien sortir, on aime bien manger des tapas, ce qui n'est pas pareil en France. On se ressemble beaucoup et on a le même coup sur le vin, sur la vie. Donc vous avez tous les atouts pour réussir. Donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage aujourd'hui. Voilà. Alors on rentre dans le vif sujet. Qui consomme les vins? Qui consomme les vins? Là où vous avez vu, donc qui consomme, principalement, ce sont des citadins. Ce sont des citadins. Et vous avez vu dans mon PowerPoint, aujourd'hui, donc il y a 691 millions de citadins, et parmi eux, il y a 178 millions de citadins qui sont des potentiels, des consommateurs potentiels. Bon, ce chiffre, je l'avais trouvé chez un donc expert, hein, bien sûr, mais je pense que c'est largement sous-évolué, sous-estimé sur le marché du vin en Chine. Et le nombre de consommateurs du vin, certainement, est beaucoup plus évolué que ça. Alors, je vais vous parler d'une chose aussi, c'est ces consommateurs. Alors, ces consommateurs, normalement, donc, je vais vous dire, par exemple, un salaire minimum en Espagne, c'est combien? C'est combien? 1 000 euros? 1 000 euros, ok. Un salaire, c'est pas mal là, déjà, hein, quand même, comparé avec le niveau chinois. Alors, un salaire minimum en Chine, vous pensez c'est combien? Vous avez une idée? C'est combien vous pensez? 100 euros, 200 euros, 300? Combien? 300? Non. 80 euros. 80 euros. Alors, 80 euros dans tout le reste de la Chine, mais par contre, Shanghai est un petit peu différent. Les villes qui sont les plus développées, ils sont un petit peu différents. Shanghai, Pékin, Canton, les villes plutôt côtières qui sont plus riches, le salaire minimum, c'est 200 euros. 200 euros. Donc, du coup, une bouteille de vin entrée de gamme, débarcave, 2 euros, avec 47% de taxes en arrivant, ça va faire 4 euros. Avec le marge qu'un distributeur qui va prendre, ça va faire 8 euros ou 12 euros. Donc, pour un Chinois moyen, hein, ils n'arrivent pas à consommer ce vin-là. Voilà, ils n'ont pas de pouvoir d'achat pour acheter des vins d'importation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs dans la ville consommer principalement des vins chinois. Parce que des vins chinois, l'entrée de gamme, c'est 20 RMB. Donc, ça veut dire que 3 euros. Le milieu de gamme, donc middle price, c'est environ 10 euros, 15 euros. Alors, le high price, c'est 13 euros from 50 euros. OK? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, donc, les principales consommations du vin, c'est concentré principalement sur le vin chinois, hein, principalement à cause des tarifs. Alors, si moi je suis là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Vous avez pu participer à la conférence d'hier, vous avez vu que des hommes. Vous avez participé à la conférence d'aujourd'hui. Sans moi, principalement, il n'y a que des hommes qui donnent des conférences. Mais vous avez en Chine, la situation est différente. En Chine, les femmes sont au pouvoir au niveau du commerce du vin. En plus, des jeunes femmes. Et donc, je vais vous dire qu'en Chine, principalement, les hommes boivent les vins pour se montrer. Mais par contre, les Chinoises, donc les jeunes femmes aujourd'hui, boivent les vins pour se cultiver, pour se faire connaître, pour connaître mieux l'histoire de l'Europe, si vous voulez. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous dire tout simplement, si un jour vous allez voyager en Chine, ne vous étonnez pas que vous avez rencontré beaucoup de femmes chinoises jeunes qui travaillent dans le milieu du vin, qui est totalement différent avec les autres pays
en Asie est aussi totalement différent avec l'Europe. Je vais vous dire aussi tout simplement un petit chiffre. Donc, le 50% de consommateurs du vin sont principalement entre 25 ans et 55 ans. Voilà. Alors après, normalement, le vin, on consomme comment en France, en Europe? On le boit avec le repas. Alors, donc, food and wine matching. Par contre, en Chine, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est très difficile. Pourquoi? Vous avez vu une photo tout simple qui vous montre tout simplement la difficulté de déguster un vin avec un repas chinois. Pourquoi? Parce qu'en France, en Europe, normalement, vous avez un entrée, un plat, un dessert. En Chine, il n'y a pas ça. On a une dizaine, vingtaine de plats sur la même table, ensemble. Donc, du coup, vous avez de la viande blanche, vous avez de la viande rouge, vous avez le boisson, vous avez le seafood, vous avez le côté salé, le côté piquant, aigre doux, vous avez tous les saveurs mélangées. Est-ce possible un vin qui pourrait marcher avec tous les plats? Non. Et donc, du coup, c'est très délicat de parler food and wine matching en Chine. Donc, n'arrivez pas en Chine en disant que mon vin, il faut le manger avec un plat espagnol. Dans ce cas-là, vous ne vendez jamais votre vin. Pourquoi? Parce qu'en Chine, tout simplement, on n'a pas de restaurant espagnol partout. On n'a pas de restaurant espagnol partout. Donc, du coup, vous devez vous adapter au marché chinois en disant que, voilà, ce vin-là, vous pouvez boire n'importe quel moment que vous voulez. Même avec le plat, il n'y a pas de problème. Alors, là, je vous ai montré une photo qui est peut-être polémique en Europe, parce que, normalement, on considère que le vin, entre guillemets, le vin, faut consommer avec modération. Il ne faut pas consommer trop, le vin n'est pas bon pour la santé, etc. En Chine, c'est complètement différent. En Chine, le vin, c'est le vin docteur. Consommer du vin, c'est pour préserver la santé. Le vin a vraiment un grand lien avec la santé. Donc aujourd'hui, les gens boivent le vin principalement pour préserver la santé. Donc, du coup, il y a beaucoup de petites histoires. Par exemple, les gens qui ne sont pas éduqués à la dégustation, ils vont boire du vin avant de dormir. Le problème, c'est que vu qu'une bouteille de vin, elle boit qu'un verre par jour, et donc, du coup, elle doit boire 5 jours pour le finir. Donc, au bout de 5 jours, le vin est déjà tourné en vinaigre. Donc, c'est ça un petit peu le problème du marché chinois aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas éduqués pour la dégustation du vin. Alors, si vraiment vous n'avez pas de choix, vous devez parler de food and wine matching en Chine, je vais vous donner quelques pistes pour parler de ça. Par exemple, vous avez donc le premier plat là, que je vous ai montré, ça s'appelle le dim sum. Alors, je ne sais pas ici, Toledo, je viens d'arriver il y a 2 jours. Est-ce que vous avez un bon restaurant chinois ici? Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais trouvé un bon restaurant en France. Hein? Donc, le dim sum, c'est un des plats les plus populaires et le plus délicieux du sud de la Chine. Donc, dim sum est vraiment un mets qui peut s'adapter merveilleusement avec le vin mousseux et aussi avec le vin rosé. Donc, pink wines. Hein, si vous voulez vraiment faire déguster le gourmet vin, donc vous pouvez accorder comme ça. Deuxième plat, donc c'est Peking duck. Hein, Peking duck. Peking duck, normalement, on pense que ça s'associe très bien avec du pinot noir. Donc surtout le vin qui vient de Bourgogne. Alors par contre, je pense que le Tempranillo qu'on a ici à Toledo, en Castilla-La Mancha, n'est pas forcément très bien adapté pour le Peking duck. Par contre, je pense que ça sera très bien adapté avec la viande rouge, la viande rouge sautée avec la sauce de soja, par exemple.
Donc le troisième plat qui représente en général des plats plutôt épicés. Je sais que les Espagnols aiment aussi des plats épicés. Et je ne sais pas, ici, vous voulez comment dire, food and wine matching. Comment avec quel type de vin? Mais en Chine, on a essayé avec des vins sucrés, des vins poétrisés, les Harvest wine. Tout ça, c'est très bien pour masquer un petit peu le langue en feu. Parce que quand on mange quelque chose de très pimenté, donc on a la langue en feu, quoi. Donc, c'est des plats épicés, surtout qui se trouvent dans le sud de la Chine. Si vous allez dans le sud de la Chine pour vendre vos vins, donc principalement, vous pouvez, par exemple, si votre vin a des sucres résiduels importants, donc c'est un atout. Je pourrais dire que c'est un atout plutôt dans le sud de la Chine. Alors, là, je vous montre un petit peu what the preference. Le Chinois aime principalement quoi comme vin? Vous avez, voilà, le vert, c'est le vin rouge. Après, vin blanc et effervescent et rosé sont très peu pour l'instant. Vin rouge parce qu'on consomme principalement, on le consomme pour la santé, ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que la couleur rouge représente le bonheur en Chine, happiness. Hein? C'est pour ça qu'aussi on aime bien un peu de vin rouge, surtout pour le mariage ou ce genre de choses. Après aussi le tanin qui représente dans le vin rouge, ça ressemble beaucoup. Une boisson en Chine, c'est quoi? Le thé. Alors le thé, c'est la boisson que les Chinois le plus consommé tous les jours, quotidiennement. Donc, parce que dans le thé, il y a le tanin, le goût du tanin. Le vin rouge, il a le goût du tanin, donc du coup, voilà, les Chinois acceptent mieux le vin rouge. Ok. Après, pour le vin rosé, pour l'instant, c'est très difficile. C'est très difficile, et parce que les Chinois, tout simplement, ils ne savent pas du tout un vin rosé, c'est un vin ou c'est un jus de fruits, parce qu'on n'a pas de connaissance sur la vinification. Donc du coup, si vous avez une question comme quoi, est-ce que je peux vendre tout type de vin en Chine? Je peux vous dire que oui et non. Oui et non. La Chine est très grande. Ce vin-là, vous n'arrivez pas à vendre dans le nord, vous arrivez forcément à trouver un importateur dans le sud. Vous n'arrivez pas à trouver un importateur dans le coast, et vous arrivez certainement à trouver un importateur inside. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a la possibilité. Par contre, il faut savoir que si aujourd'hui, votre produit, vous produisez uniquement, par exemple, du vin rosé, pink wines, ou uniquement du vin effervescent, là, vous avez du mal. Vous auriez du mal à le vendre pour le moment. Il faut attendre peut-être quelques années que le marché soit évolué pour mieux le vendre. Alors, là, je vais parler aussi donc les cépages les plus consommés en Chine. Donc, sans surprise, le premier cépage le plus consommé en Chine, c'est Cabernet Sauvignon. Donc, après, vous avez Merlot, vous avez Cabernet Franc. Alors, pour le cépage blanc, le plus consommé en Chine aujourd'hui, c'est Chardonnay. Et après, vous avez aussi Sauvignon blanc, qui marche très bien. Riesling aussi. À savoir que c'est pas parce que on préfère Cabernet Sauvignon que Merlot, que Tempranillo. C'est pas du tout le cas. C'est parce qu'aujourd'hui, le marché chinois, c'est un marché qui n'est pas un marché mature, qui est un marché qui plutôt suivre la trace des autres. Et donc, du coup, si le Cabernet Sauvignon, c'est le vin rouge le plus vendu sur le marché international, donc, du coup, les Chinois, ils vont planter le Cabernet Sauvignon, ils vont acheter le Cabernet Sauvignon. Donc, pour l'instant, le marché chinois, c'est encore un marché qui suit un petit peu le courant mondial, le courant mondial de consommation. Après, alors, la préférence du vin. Donc, quand vous vendez votre vin en Chine, alors vous arrivez, vous dites que moi, je produis que des vins très haut de gamme, très chers. Peut-être vous allez trouver un importateur qui va prendre votre produit, mais peut-être que pour une palette, 600 bouteilles, 1200 bouteilles de palettes par an, c'est vraiment pas beaucoup. À savoir que les Chinois, les importateurs aujourd'hui, pour mieux vendre leur vin,
ils ne demandent pas forcément aller vers le haut de gamme, le plus haut de gamme tout de suite. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une gamme complète de votre produit. Il faut avoir, pour la première commande, un petit peu, ou même beaucoup, de entry-level. Donc, le prix reste assez bas. Après, ils vont importer un peu 30%, 20 à 30% de middle-level. Par contre, de vin très cher, de très grande qualité, ils vont importer un petit peu, juste pour tester le marché, pour voir un petit peu si ça marche ou ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, du coup, quand vous faites des propositions, des gammes de produits sur le marché chinois, il ne faut pas aller qu'avec une seule gamme de produits. Par exemple, très haute gamme ou très bas de gamme. Il faut aller vraiment avec une gamme assez construite et assez complexe. Comme ça, vous avez plus de chances à trouver un importateur que les autres. Après, on dit salute en Espagne. On dit santé en France. Par contre, on dit quoi en Chine? On dit campe. Alors, campe, c'est un phénomène qui fait pleurer beaucoup de producteurs et qui fait aussi hurler de plaisir par beaucoup de producteurs. Pourquoi? Campe, ça veut dire cul sec. Ça veut dire qu'il faut vider votre glace une fois. Donc, ça veut dire que pendant un banquet, donc pendant un repas chinois, on peut finir entre, par exemple, si on a 10 personnes, on peut finir 10 à 11 bouteilles. Pas mal. Déjà pas mal. Donc, celui qui connaît mieux le marché chinois, je pense que c'est surtout, par exemple, le cognac. Hein, parce que le marché chinois, c'est vraiment leur deuxième marché du monde. Et Dieu sait que les Chinois, comment ils consomment du cognac. Un Français ou un Espagnol achète un cognac, ils vont le boire pendant 1 an, 2 ans. Un Chinois, c'est un repas. Même un repas, on va consommer 3 bouteilles de cognac. Voilà. Donc, avec vos vins, ça sera pareil. Donc, du coup, ça va faire pleurer un petit peu aussi pour certaines personnes qui disent que moi, mon vin est de très bonne qualité. Je ne veux pas qu'ils consomment comme ça. Mais il y a tout type de consommateurs en Chine. Donc, ceux qui ne sont pas habitués, ils vont faire ça. Mais, time out. I'm sorry. J'ai tendance à aller peut-être... bon, après, j'ai encore quelque chose d'important à vous dire. Bon, donc, l'importance de vin éducation en Chine. Donc, il faut vraiment être présent pour présenter vos produits. Donc, du coup, si vous allez en Chine pour vendre votre vin, donc, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, je pense que, donc, première chose, c'est qu'il faut choisir un nom chinois adapté. Un bon nom fait vendre un vin, un mauvais nom fait casser un vin. Donc, si vous n'avez pas un bon nom chinois, votre vin est déjà cassé dès le départ. D'accord? Donc, un nom chinois est très important. Deuxièmement, un bon nom, il faut le déposer tout de suite. Parce que sinon, les Chinois, certaines personnes, quand votre vin commence à bien vendre, les importateurs chinois, ils sont très intelligents, ils sont très malins, ils vont déposer votre nom. Et du coup, soit vous êtes obligé de travailler avec eux, soit vous êtes obligé de séparer avec ce nom et trouver un autre nom. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut déposer votre nom en chinois en Chine. Hein, parce que les consommateurs chinois, ils ne comprennent rien du tout d'espagnol, hein, je vous assure. Alors, après, et trouver un bon importateur. Je pense que si j'ai que quelques minutes, je vais aller vraiment sur l'essentiel. Là, aujourd'hui, par exemple, le marché chinois, c'est quoi? Vous avez vraiment 2 niveaux. Soit c'est vraiment des vins très haut de gamme, Romanée Conti, Petrus, Lafite, des très, très chers vins. Soit ce sont des vins très, très bas de gamme. Très bas de gamme. Aujourd'hui, ce qu'on peut jouer, vraiment, Castilla-La ce qu'on peut vendre, c'est des vins milieu de gamme. Hein, c'est de milieu de gamme. Mais pour le vendre, reste à éduquer le consommateur. Donc, alors... Là, je vais rentrer dans le sujet le plus important de mon speech aujourd'hui, en fait. Il existe des types de consommateurs, donc types d'importateurs, très importants en Chine. Très importants en Chine. Là, vous avez 4 types tout de suite. Vous avez Fine Wine Importer.
Alors, ça veut dire que Pharma Importer, aujourd'hui, principalement, ce sont des entreprises fondées par des étrangers. Par exemple, en Espagne, on a Torres. Torres, c'est le c'est le troisième grand importateur de toute la Chine. Il est très bien réussi dans le système chinois. Donc, ces gens-là, ils importent que des grandes marques européennes et ils vont le distribuer dans les chaînes de restaurants, des grands hôtels, de très belles vitrines. Très belles vitrines. Par contre, ils vont vous demander tout de suite à l'entrée le droit en exclusivité de vendre vos produits, ce qui est compréhensible. Parce que normalement, ce genre de pharma importer, ils ont un réseau de distribution à travers toute la Chine. Donc, à l'entrée, ils vont vous demander le droit de distribution en exclusivité. Après, ça, c'est un certain importateur que vous allez rencontrer. Par exemple, ASC, the first. Le premier, ASC. Deuxième, Samaket. Voilà. Troisième, Torres. Après, vous avez the opportunist importer. Donc, des opportunistes, quoi. En fait, ils ont peut-être gagné de l'argent dans l'immobilier. Ils ont vendu des chaussures, donc des chaussures, même des chaussettes. Ils ont gagné de l'argent. Il s'est dit que, voilà, moi, je vais importer un vin d'1 euro et je vais la vendre à un Chinois à 30 euros. Donc, ce sont des opportunistes qui existent en Chine. Beaucoup d'importateurs opportunistes. Donc, si vous travaillez avec ces gens d'importateurs, leur risque, c'est qu'ils n'ont aucun sentiment, donc ils n'ont pas de passion sur le vin, ils ne vont pas travailler bien avec votre marque, et un jour, s'ils trouvent que le marché chinois se stagnise, et donc ils vont tout de suite s'orienter vers autre branche que le vin. Donc, ils ne sont pas fidèles du tout dans le métier du vin. Ils vont se changer du jour au lendemain. Donc, le deuxième importateur, je ne vous conseille pas. Donc, du coup, quand vous rencontrez un importateur chinois, vraiment, il faut discuter, savoir qu'est-ce qu'il faisait avant. Alors, après, logical importer. Logical importer, ce sont des importateurs très logiques. Pourquoi? Par exemple, à Pékin, vous avez une grande entreprise qui s'appelle VATS, VATS, qui est distributeur d'un alcool fort chinois, donc Baijiu, très connu en Chine. Donc, eux, ils ont déjà un réseau de toute la Chine, à travers toute la Chine. Donc, du coup, ils se disent que pourquoi pas de vendre les vins. Donc, ils sont très logiques dans leur réflexion. Donc, du coup, aujourd'hui, ces distributeurs de l'alcool fort chinois, de Baijiu chinois, vont distribuer aussi les vins rouges, ce qui n'est pas du tout dérangeant. C'est même une bonne chose, parce que leurs consommateurs quand ils consomment trop de baijiu, donc ils ont leur santé plutôt faible. Ils ont besoin aussi de consommer du vin rouge pour le côté santé. Donc du coup, ce genre d'importateur, je vous conseille. Après, vous avez les quatrième catégorie, donc le passionnant. Donc ceux qui sont vraiment amoureux du vin, ils connaissent tous les détails sur la vinification, ils connaissent même plus que vous. Alors, ce genre d'importateur, il existe. Par exemple, à Shanghai, vous avez Ruby Reed, ce genre de petit caviste qui a qu'une cave ou 2 caves. Localement, ça existe. Mais par contre, il faut vraiment suivre ce genre d'importateur parce que au niveau de quantité de la vente, du coup, ils sont quand même assez petits parce qu'ils sont passionnés. Ils ne vont pas vendre les vins forcément pour de l'argent. Donc, du coup, faut suivre. Donc, si vous avez une quantité assez importante de vin à vendre, ce n'est pas ce genre d'importateur à choisir forcément. Voilà. Donc, je pense que j'ai déjà largement dépassé le temps. OK. Donc, voilà. Donc, là, en général, c'est vraiment quelques petits détails sur le marché du vin en Chine. Après, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser et je suis là pour vous répondre. Et vous avez des questions à poser sur le marché chinois ?